We are living in an increasingly polarized world. Le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Pensée d'après, le média qui décrypte les enjeux contemporains. Aujourd'hui, on reçoit Philippe Biwix, ingénieur centralien. Vous avez travaillé en France et à l'international dans différents secteurs industriels, l'énergie, la chimie notamment, comme ingénieur conseil, comme chef de projet, mais également à des postes de direction. Vous êtes co-auteur de l'ouvrage « Quel futur pour les métaux ?» mais également vous avez publié en 2014 « L'âge des low-tech, une civilisation techniquement soutenable ». On va passer tout de suite à l'échange avec Raphaël, ici présent. Bonsoir, Monsieur Biwix. Bonsoir. Peut-être une petite question en suivant l'intitulé de ce webinaire sur la sobriété et l'énergie, donc le lien qui rassemble donc, ces deux concepts. Est-ce que donc, ce sont deux antagonistes? Qu'en pensez-vous? Mais peut-être d'abord, qu'est-ce que la sobriété énergétique? J'aurais commencé par dire qu'il n'y a pas que la sobriété énergétique. En fait, la sobriété, il faut la convoquer sur plein d'autres domaines que l'énergie. Bien sûr, l'énergie est très importante. La question climatique, qui est derrière la question des énergies fossiles, est très importante. Mais on a aussi la sobriété en consommation de ressources, qui peuvent être des ressources renouvelables, comme l'exploitation des forêts, l'exploitation des océans. Voilà. Et puis, si on le fait à un rythme qui est un petit peu trop rapide, du coup, les océans se vident et les forêts diminuent. Ça peut être aussi la sobriété de la consommation de ressources non renouvelables. Alors là, évidemment, il y a ma marotte sur les métaux, mais ça peut être aussi des questions sur un certain nombre de minéraux industriels, les phosphates pour l'agriculture, etc. Et puis, il y a plein d'autres types de sobriété. Je pense par exemple à la sobriété de la consommation de sol. Vous savez que les pratiques agricoles actuelles au niveau mondial font que quand on produit 1 kg de nourriture, il y a à peu près 4 kg de sol qui partent à la mer par érosion hydrique ou éolienne. Donc le sol est une ressource non renouvelable d'une certaine manière. La manière dont on l'exploite aujourd'hui, en tout cas, fait que il se lessive très vite, il s'épuise, il y a plein de phénomènes un peu différents. Et puis, il y a même la sobriété en artificialisation des sols. On a aussi l'expansion urbaine qui vient grignoter un petit peu partout, parfois les meilleures terres agricoles, parfois des zones naturelles. Et donc là aussi, il faudrait être sobre. Donc la sobriété, elle doit être multidimensionnelle. Voilà. Alors ensuite, on pourrait dire qu'est-ce que c'est que la sobriété? C'est effectivement très différent sans doute de l'efficacité. On a peut-être eu tendance historiquement à considérer que si on avait un logement, on va isoler ce logement thermiquement, donc on va consommer moins d'énergie pour avoir le même confort thermique. Ça, est-ce que c'est de la sobriété? Est-ce que c'est plutôt de l'efficacité? Et puis la sobriété, ça serait d'avoir très froid et pas chauffer son logement, je ne sais pas. Est-ce qu'avoir une voiture avec une petite voiture avec une motorisation beaucoup moins consommatrice d'énergie, est-ce que c'est de la sobriété ou est-ce que c'est seulement de l'efficacité? Et puis la sobriété, ça serait d'enfourcher un vélo, voire même de ne pas se déplacer. Donc il y a un peu un continuum de définition, si vous voulez, sur tous ces sujets-là. En fait, il n'y a pas vraiment, la frontière est peut-être parfois un petit peu floue. Alors, en plus, il y a plusieurs types de sobriété. On parle de sobriété d'usage, de sobriété de conception, de sobriété de consommation. Et donc, la sobriété, ce serait finalement quelque chose de peut-être plus personnel. Donc, vraiment l'idée de finalement peut-être se refuser quelques plaisirs peut-être non essentiels par rapport à l'efficacité dont vous parliez. Donc, ça serait peut-être un effort personnel supplémentaire à fournir. Alors là, on a plongé dans le grand bain de l'anthropologie tout de suite, parce qu'en fait, on a un gros problème dans la question, c'est que en fait, il y a pas, les besoins essentiels, c'est un sujet qui est déjà très difficile à définir. On l'a vu d'ailleurs pendant la crise sanitaire, il y a eu la fermeture de services non essentiels, et il y a eu des débats, parce que pour certaines personnes, peut-être,
La librairie est plus essentielle que, je ne sais pas, le coiffeur ou réciproquement. Et puis, pour d'autres, c'est d'aller à l'opéra, je ne sais pas. Donc, en fait, la notion de besoin essentiel et de besoin superflu, là aussi, elle est un petit peu floue. Donc, dire que la sobriété, ça serait un peu de se serrer la ceinture, finalement, en se passant d'un certain nombre de choses. Non, moi, je vois plutôt ça sous la forme de se dire que finalement, tout produit ou tout service a toujours un impact environnemental. C'est une simplification un petit peu outrancière de dire qu'on peut avoir des produits qui sont 100% green, qui sont zéro impact, qui sont zéro émission. Alors, on n'est jamais zéro émission, complètement zéro émission. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors, on peut baisser l'impact environnemental sur toute une série de critères, mais on ne peut jamais être à zéro. Voilà. Et le seul truc qui est à zéro, c'est de ne pas le faire, quoi. C'est d'avoir pas fabriqué le produit, c'est d'avoir pas fabriqué le bâtiment, c'est de ne s'être pas déplacé. Ça, c'est à peu près zéro émission, et encore pas tout à fait, parce qu'il faut quand même respirer. Donc, du coup, pour moi, la sobriété, voilà, c'est se passer, c'est à réussir à se passer d'un service, d'un produit, ou en tout cas s'organiser un peu différemment au niveau personnel, mais aussi et surtout au niveau de la société, pour finalement, oui, avoir un niveau peut-être, alors, je ne sais pas comment appeler ça, de confort, de vie bonne ou agréable le plus possible, sans martyriser la planète comme on le fait aujourd'hui. Et donc la neutralité carbone, c'est pas zéro émission, justement. Ça serait... La neutralité carbone, non, j'ai en tête, alors là, sans doute, je ne suis pas complètement un spécialiste, mais grosso modo, il y a quand même un puits, il y a des cycles du carbone long, et il y a au moins un puits de carbone qui s'appelle l'océan. Donc, il y a quand même quelques bestioles qui fabriquent du calcaire avec leurs coquilles, donc des trucs un peu à différentes échelles, mais bon, ça va des petites algues et tout. Enfin, j'ai oublié les noms de toutes ces bestioles, mais bon, voilà. Et au bout d'un moment, ça meurt et ça descend au fond de l'océan. Donc, et ça fera peut-être des belles falaises de calcaire dans quelques dizaines de millions, centaines de millions d'années, je ne sais pas. Donc, ça, c'est un puits, c'est un puits de carbone qui existe. Après, à une moindre échelle, les sols peuvent aussi, en fonction des cas, capter du carbone, un peu les forêts, dans un certain nombre, ça dépend un peu des cas. Mais donc, globalement, je pense que pour atteindre la neutralité carbone, on n'a pas besoin d'être tout à fait neutre, d'être à zéro émission, en fait. Il faut être à zéro émission net. Alors après, il peut y avoir des problématiques sur la définition des puits de carbone, mais zéro émission net, ça sera vraiment très, très, très difficile. D'accord. Alors peut-être pour continuer sur le lien entre sobriété et énergie. Donc, est-ce que pour vous, c'est possible de soutenir un besoin de croissance verte, verte entre guillemets, tout en diminuant notre consommation d'énergie? Alors en fait, je pense que dans l'acception de la croissance verte, je ne suis pas certain que les gens mettent automatiquement derrière le fait qu'on va consommer moins d'énergie. Si vous regardez certains délires sur, je ne sais pas, les smart cities, les cités du futur très optimisées, où on va tous se promener avec des drones autonomes volants de chez Uber et des voitures autonomes aussi au sol éventuellement. Et tout ça dans des grandes tours qui font 500 mètres de haut. Je ne suis pas certain que la consommation énergétique globale de ces bestioles un peu bizarres soit tout à fait inférieure à notre consommation d'énergie aujourd'hui. Donc, dans la croissance verte, il y a plutôt le fait de dire qu'on va réussir à décarboner suffisamment l'énergie, l'électricité, pour finalement potentiellement rester sur une trajectoire de consommation énergétique stable ou même légèrement croissante, mais qu'on arrivera à faire ça grâce à l'énergie, entre autres, du soleil ou dérivés du soleil, donc l'énergie éolienne, hydroélectrique ou autre, et où on va avoir, comme on a à peu près, je ne sais plus, 6 000 ou 10 000 fois les besoins de l'humanité actuelle qui nous arrivent sous forme de soleil sur la planète, du coup, on a finalement de la marge de manœuvre et on pourrait passer à des énergies vertes, et donc faire de la croissance verte aussi. Bon. Alors ensuite, je n'exclus pas qu'effectivement, dans la logique de croissance verte, il y ait quand même un peu un appel à
voilà, une certaine sobriété, effectivement, alors à travers des questions d'isolation thermique des bâtiments, à travers des questions d'économie circulaire et de recyclage, qui fait que bah, voilà, quand on va mieux recycler l'aluminium, par exemple, on va économiser beaucoup d'énergie. Donc, voilà, globalement, il peut y avoir un soupçon de sobriété ou d'efficacité énergétique derrière tout ça. Mais voilà, globalement, la croissance verte, c'est plutôt de se dire, bah oui, la croissance va continuer ou doit continuer. Et bien évidemment, comme on s'aperçoit maintenant que la croissance, historiquement, ça a un peu abîmé la planète ou en tout cas enfoncé les limites planétaires, bon, au moins sur la question climatique et sur la question de la biodiversité, la question des ressources ou de la pénurie de ressources, elle fait plus débat, hein, de savoir si on est très proche du pic de pétrole, du pic de gaz, de charbon, ou si on va avoir un problème de cuivre dans 35 ans ou pas. Mais en tout cas, voilà, sur les deux composantes climatiques et biodiversité, là, il n'y a pas photo et tout le monde commence à être à peu près d'accord. Et donc, comment on fait en sorte de continuer la croissance, mais avec non seulement des technologies qui vont être vertes et plus respectueuses de l'environnement, mais vont même être tristes. Si on prend des questions je sais pas, de capture de stockage du CO2, si on prend des questions peut-être même de géo-ingénierie, si on prend on parle même de faire revivre le mammouth, donc on va stocker l'ADN de rhinocéros, et puis c'est pas grave s'ils disparaissent pour l'instant, on les fera réapparaître un peu plus tard, quoi. D'accord, oui, puisque là j'essaie de m'imaginer, c'est très dur parce qu'on entend beaucoup de critiques justement sur cette croissance verte, c'est un peu ce qui est vraiment associé peut-être à parfois des tentatives de greenwashing de la part de grandes entreprises. C'est très dur aujourd'hui de dire à quelqu'un qui rentre sur le monde du travail, de lui demander de jouer vraiment selon ses convictions et d'arriver vers peut-être potentiellement son futur employeur et lui dire bah non, moi la croissance j'y crois pas du tout, je viens pas bosser pour vous pour faire de la croissance. C'est très compliqué comme réflexion. Donc il y a une sorte d'hypocrisie vis-à-vis de l'employeur, peut-être, non? En fait, je pense que les gens ne se posent pas beaucoup de questions parce qu'on ne se projette pas trop loin. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un temps où les entreprises, beaucoup, ont raisonné en disant finalement, on va baisser notre intensité matière ou notre intensité CO2 ou notre intensité énergétique dans les produits et les services qu'on fait. Et donc, je ne sais pas, par euro de chiffre d'affaires, on va émettre moins de CO2, par exemple, mais finalement sans remettre en cause une trajectoire d'augmentation du chiffre d'affaires, puisque effectivement, beaucoup d'entreprises ont des plans stratégiques de développement. C'est assez rare, en fait, d'avoir des entreprises qui ne souhaitent pas se développer. En fait, là, il faut un peu raisonner avec différentes échelles. C'est-à-dire que quand on se dit une entreprise, c'est quoi une entreprise? Si on parle de, je ne sais pas, une petite entreprise de plomberie avec le patron et 3 employés, lui, il n'est pas en train de chercher à accroître forcément son chiffre d'affaires d'année en année. Et il peut tout à fait rester stable avec ses 3 employés qui, d'ailleurs, changeront pendant la durée de vie peut-être de l'entreprise en fonction de leur âge, etc. Mais finalement, ils ne cherchent pas forcément la croissance. Après, on va aller effectivement avec des entreprises plus grosses qui font des investissements, qui vont s'endetter pour ces investissements et donc qui vont devoir ensuite servir les intérêts de la dette, rembourser la dette, etc., avoir une certaine crédibilité sur le marché, attirer des investisseurs quand on va parler d'entreprises qui vont ensuite faire appel à des investisseurs à travers des mécanismes boursiers ou pas, hein, d'ailleurs. Bah là, effectivement, il va falloir promettre de la croissance, quoi. Et c'était John Kenneth Galbraith, un célèbre économiste qui a écrit un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Le nouvel État industriel » dans les années 60, qui racontait très bien qu'en fait, les entreprises, il n'y avait pas qu'une logique financière derrière la croissance des entreprises. Les années 60, c'est les années où finalement les multinationales américaines se sont créées quelque part, enfin se sont vraiment développées partout dans le monde. Ça a été vraiment un moment de diversification et de mondialisation des entreprises. Et John Kenneth Galbraith expliquait ça. Lui, il avait une théorie qui était tout à fait passionnante et attachante, qui est que les actionnaires n'ont pas le pouvoir dans les entreprises. En fait, ce sont les managers qui ont le pouvoir. Parce que finalement, l'actionnaire, il exige des choses, etc. Mais que finalement, dans le détail, un peu au jour le jour, c'est plutôt l'équipe de management qui est capable de savoir ce qui s'y passe exactement. Et d'ailleurs, on peut se dire que de temps en temps, dans quelques grandes
dans quelques grands crashs historiques de certaines entreprises, les actionnaires, quelque part, ils n'y ont vu que du feu et quand l'équipe de management a planté l'entreprise. Mais alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, John Keynes-Gabrey disait que le fait de croître, le fait de se diversifier, eh bien, c'était une manière pour les managers de se créer des parcours de carrière intéressants. C'est-à-dire, finalement, vous êtes directeur international d'une société qui n'est qu'européenne. Eh bien, le fait d'aller vous diversifier un moment, peut-être en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, va faire que vous allez être directeur international, mais en charge d'un international beaucoup plus gros. Et puis, vous allez de tout coup monter dans la hiérarchie parce que vous aurez un directeur Europe et Moyen-Orient, un directeur Afrique, un directeur Asie. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, donc, il y a un côté un peu anthropologique à tout ça aussi. C'est pas juste un phénomène de main invisible du marché qui descend dessus. Donc, tout ça pour dire que, bon, pour plein de raisons, beaucoup d'entreprises, effectivement, sont un peu biberonnées à la croissance ou souhaitent croître ou même doivent croître, parce qu'il y a aussi le fait qu'on ne joue évidemment pas tout seul dans une entreprise. C'est une organisation qui est là pour optimiser sous contrainte, hein, en gros. Hein. Donc, il y a un écosystème qui est ce qu'il est, réglementaire, fiscal, il y a des clients, il y a des fournisseurs, il y a des concurrents surtout aussi. Et donc, voilà, si vous êtes le seul à ne pas croître dans un monde où tout le monde croît et où il y a quand même un effet d'avantage potentiellement à la taille, pour des raisons, par exemple, de taille d'usine, pour des raisons de force de frappe sur les marchés quand vous êtes le client, quand vous êtes l'acheteur, pour des questions de mutualisation des efforts de développement, de recherche et développement, etc. Il y a plein de raisons qui font que quand vous êtes plus gros, vous pouvez être plus efficace. Ce n'est pas toujours vrai, mais il y a un certain nombre de paramètres qui font que c'est possible. Bon, voilà, du coup, vous n'avez pas le choix. Vous êtes quelque part condamné à croître et à alimenter la chaudière de la croissance. Donc, du coup, j'en reviens à mon histoire d'intensité CO2. Vous avez un moment où, finalement, vous pouvez être de plus en plus efficace, effectivement, parce que vous allez réduire la quantité de gaz à effet de serre qui sont émis pour rendre 1 euro de service ou je sais pas, ou par produit fabriqué, mais vous allez développer. Et donc, in fine, votre trajectoire globale, elle va non pas baisser, mais augmenter. Et ça, c'est de l'effet rebond appliqué aux entreprises. Vous connaissez un peu ce concept-là, sûrement, Stanley Jevons, cet économiste du 19e siècle qui avait montrer le premier, l'effet rebond, c'est-à-dire que l'efficacité des machines à vapeur à l'époque, qui consommaient de moins en moins de charbon, du coup leur travail était de plus en plus efficace, du coup elles se développaient, il y en avait de plus en plus, et in fine, la consommation de charbon augmentait. Donc on est exactement dans ce cas-là, je veux dire. Donc si vous êtes un grand acteur du cloud, vous avez des data centers qui n'ont jamais été aussi efficaces, vous avez des serveurs qui consomment moins, ils sont à une température de fonctionnement qui est plus élevée, il y a moins besoin de les climatiser, vous les installez en Finlande ou en Islande, donc vous pouvez les refroidir avec de l'eau à l'extérieur, etc. Mais globalement, vous augmentez la quantité de serveurs que vous installez quand même chaque année, donc globalement, votre impact augmente. Et donc, c'est quand même pas possible de suffisamment baisser peut-être la tonne de CO2 équivalent par euro de croissance. Donc, ça serait vraiment trop difficile, peut-être. Alors, c'est pas forcément que c'est trop... Oui, si, il y a un certain nombre de cas où on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des abattements très impressionnants. Si je reprends mon exemple des data centers tout à l'heure, on s'est suivi par un ratio qui s'appelle le PUE, le Power Usage Effectiveness, quelque chose comme ça. Donc, ça mesure en fait la proportion de votre énergie, en l'occurrence souvent votre énergie électrique, qui va être consommée directement dans les serveurs par rapport au total, en incluant l'énergie qui va être utilisée pour climatiser votre data center. Donc, quelque part, la partie utile de l'électricité qui va vraiment servir à faire des calculs, etc., à appeler les serveurs. Vous avez aujourd'hui des PUE qui sont de l'ordre de 1,0 quelque chose, dans les data centers hyperscale, on doit être à 1,05, 1,09, je ne sais pas exactement, il faudra faire du fact-checking, mais c'est de cet ordre de grandeur-là. Bon, alors qu'il y a encore beaucoup de data centers qui sont à 1,4, 1,5, et que les anciens data centers, il y en a même qui tournent encore à 2, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez 1 kWh dans le serveur, vous mettez 1 kWh à côté pour le climatiser. Donc,
C'est un exemple ici où on peut diviser par 2. Enfin, il y a vraiment des effets potentiellement massifs. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, la question quand même de la trajectoire à long terme se pose quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est le petit calcul, alors à force de le répéter, je pense que tout le monde va commencer à le connaître, mais enfin, je ne suis pas le premier à l'avoir fait. Hein. Si vous faites 2% un modeste 2% de croissance par an qui irait à tout le monde, eh bien, au bout d'un millénaire, ça fait fois 400 millions quand même. Donc à ce moment-là, est-ce que vous pouvez vous retrouver avec une efficacité, par exemple, par euro de valeur ajoutée ou par euro de chiffre d'affaires qui serait 400 millions de fois plus importante? Il va y avoir besoin d'ingénieurs. Hein. Ça va être très, très, très compliqué, cette affaire-là. Et ce n'est même pas 400 millions, parce qu'évidemment, il faudrait même déjà diviser par 4 les gaz à effet de serre. Donc, il y a quand même un problème fondamental autour de la question de la croissance. Et donc, cette croissance qui... jusqu'à présent, c'était plutôt appelé croissance durable, avec un peu un jeu de mots sur développement durable. Hein. Le développement, c'est la croissance, et réciproquement. Bon, là, qui a été remplacé plutôt par cette nouvelle sémantique de croissance verte. Ben voilà, fondamentalement, quand même, il y a un peu le ver qui est dans le fruit, parce que l'efficacité, à un moment, ne permet plus, déjà, peut créer de l'effet rebond. Bon, ça, c'est déjà le côté un peu pénible, mais même sans parler de cet effet rebond, l'efficacité, à un moment, elle atteint ses limites, alors que la croissance, elle, n'a pas de limite, et au contraire, c'est même une courbe exponentielle que les Français ont un peu, enfin que le monde entier a découvert avec Covid-19. Vous savez, quand vous multipliez par 2 tous les 5 jours le nombre de malades ou le nombre de personnes contaminées, bien, 5 jours, ça va, au bout de 10 jours, ça fait x4, au bout de 15 jours, ça fait x8, et puis après, ça va très très vite, quoi. Voilà, c'est un peu le même concept. Évidemment, la courbe, on la voit en fonction de l'échelle à laquelle on choisit l'exponentielle, on peut la considérer un petit peu plate pour l'instant ou explosant très vite, ou bien se dire qu'on est déjà dans l'explosion et que c'était très plat au début du 19e siècle. Et voilà, c'est quand même ça l'idée, c'est que c'est bien une courbe exponentielle. D'accord, merci pour votre réponse. Peut-être une question cette fois-ci plus en lien, une dernière question en lien, enfin encore une question en lien avec notre thème sur les énergies, du coup, peut-être rapidement sur la face cachée des énergies renouvelables, parce que vous avez écrit un livre qui s'intitule L'âge des low-tech, et donc vous questionnez sur l'utilisation peut-être excessive de ressources. Or, on sait que les énergies renouvelables sont très consommatrices de terres rares, de métaux, mais aussi de sable, de béton, donc pour faire les gigantesques fondations, dont, par exemple pour les éoliennes. Donc, qu'est-ce que vous avez peut-être à dire sur les énergies renouvelables? Oui, je voudrais d'abord préciser que dans l'absolu, je préfère quand même les énergies renouvelables, dans le sens où, voilà, si on prend pour le coup des calculs de cycle de vie et donc le contenu en grammes de CO2 par kilowattheure ou par mégawattheure, on est dans des choses qui sont tout à fait sympathiques par rapport à une centrale à gaz ou une centrale à charbon. Il n'y a pas de problème. Enfin, on est en train de parler peut-être de, je ne sais pas, on va dire de 20 à 100 grammes peut-être de CO2 par kilowattheure contre 600 à 900 grammes peut-être. Donc, on est quand même dans des choses qui sont mieux. Ce que je reproche un petit peu non pas aux énergies renouvelables, mais à ceux qui nous promettent un monde 100% renouvelable, on va dire, c'est que si on ne convoque pas d'abord la question de la sobriété énergétique dont on parlait tout à l'heure, et qu'il fallait effectivement remplacer l'équivalent du système énergétique actuel, encore essentiellement basé sur les fossiles, hein, enfin à plus de 80% largement, tous usages confondus, s'il fallait remplacer tout ça par du renouvelable, alors du coup, effectivement, d'abord l'effort industriel est tout à fait intéressant et gigantesque, mais comme les énergies renouvelables sont par nature moins concentrées, plus intermittentes, réclamant éventuellement du stockage en fonction des cas, ou en tout cas un certain nombre de dispositifs pour être capable d'équilibrer l'offre et la demande, ce qui n'est pas tout à fait évident. Alors tout ça dépend des régions, tout ça dépend de beaucoup de choses, mais voilà, globalement, ça convoquerait une consommation de ressources métalliques, minérales, effectivement, assez incroyable. Alors, pas complètement impossible sur le papier quand on regarde un peu les différentes choses. Alors, il y a souvent beaucoup de confusion. Alors, il y a des confusions entre les métaux rares et les terres rares, hein. Donc, les terres rares ne sont pas particulièrement rares. Et il y a beaucoup de métaux rares qui ne sont pas des terres rares, hein. C'est même la plupart. Et puis, il n'y a pas de tout dans tous les objets, quoi. C'est-à-dire qu'en fonction des technologies, donc vous avez des panneaux solaires qui sont au silicium,
Il n'y a que dedans, il y a, on va dire, du plastique, de l'aluminium ou de l'acier, et puis voilà, du silicium, et puis du cuivre et un peu d'argent pour faire les contacteurs. Donc, c'est globalement, le silicium, c'est 27% de la croûte terrestre. Donc, on peut se dire, bon, c'est pas mal. On ne devrait pas avoir trop de problèmes pour trouver du quartz à disposition. Bon, puis vous avez des éoliennes, par contre, alors selon qu'elles sont plus ou moins de forte puissance, selon qu'elles ont des boîtes de vitesse ou qu'elles n'en ont pas, selon voilà, des choses comme ça, il va y avoir dedans effectivement des terres rares de type néodyme ou dysprosium, donc, qui en fait servent à faire des aimants permanents. En fait, il faut savoir que voilà, le néodyme, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les petits haut-parleurs, dans les moteurs dans les moteurs un peu partout. Enfin, dès que vous avez besoin d'aimants permanents, en fait, l'avantage du néodyme, c'est que vous avez vous avez une puissance magnétique par rapport au poids et au volume qui est très intéressante. Et donc, dès que vous avez besoin de miniaturiser, vous allez mettre effectivement des aimants aux terres rares. Donc, on va miniaturiser dans un téléphone parce que vous voulez des tout petits haut-parleurs, des tout petits micros. Et puis, on va miniaturiser dans des très grandes éoliennes de forte puissance, notamment qu'on installe offshore, parce que ce que vous mettez en haut du mât, et le poids de ce que vous mettez en haut du mât va un peu déterminer le poids de votre, enfin la taille de votre mât, etc., et de vos fondations. Et donc, vous essayez de minimiser ce que vous mettez en haut. Donc voilà, c'est pour ça qu'on trouve des terres rares. Donc elles ne sont pas indispensables en fonction des technologies. Et puis on va trouver plein d'autres métaux dans l'électronique de puissance, dans les câbles. Par exemple, quand vous avez des câbles sous-marins qui vont ramener un champ offshore, enfin l'électricité en courant continu d'un champ offshore, vous avez besoin de câbles en cuivre, alors que les câbles, les lignes haute tension sont plutôt des câbles en aluminium, etc. Donc, il y a plein de phénomènes comme ça qui fait qu'effectivement, il y a une intensité matière qui est plus importante. Et en fonction des technologies, vous allez avoir plus ou moins de tel ou tel métal qui peut être utilisé. Donc, on peut faire un peu dire n'importe quoi à tous les scénarios prospectifs, selon que vous allez mettre des batteries dans vos voitures électriques qui contiennent plus ou moins de nickel, plus ou moins de cobalt. Vous allez montrer que vous allez avoir un gros problème de pénurie dans 25 ans, dans 10 ans ou dans 5 ans. Bon, voilà. Et puis après, on va vous dire, mais non, mais j'ai trouvé une batterie qui ne contient pas de cobalt. Bon, d'accord. Et alors, le nickel, j'ai trouvé une batterie qui ne contient pas de nickel non plus. Bon, d'accord. Mais enfin, on passe un peu de l'un à l'autre. Il y a plein de phénomènes de substitution. Il y a plein de phénomènes de recherche aussi et développement, bien sûr, pour se passer des métaux potentiellement les plus critiques, les plus embêtants, les plus géopolitiquement instables, comme c'est le cas, par exemple, du cobalt, parce que la République démocratique du Congo est un très gros fournisseur, a beaucoup de réserves. Voilà, donc il y a une foultitude de choses comme ça, si vous voulez, mais globalement, l'idée, c'est de dire que voilà, plus on convoque un système énergétique puissant et important, et plus on va taper dans la croûte terrestre de manière accélérée, sachant qu'on tape déjà de manière très accélérée dans la croûte terrestre, notamment pas que pour la question énergétique ou de ressources renouvelables, enfin d'énergie renouvelable, mais on va le trouver pour des questions de motorisation, pour des questions d'urbanisation, pour des questions de numérisation aussi du monde. Il faut savoir que voilà, on ne vit pas du tout dans une économie immatérielle qui se dématérialise. On vit au contraire dans une économie hyper industrielle qui est tout à fait matérielle. Simplement, ça se balade un petit peu dans tous les pays du monde avec des flux de containers, etc. Il y a eu un peu de débat aussi l'année dernière sur cette question de la relocalisation éventuelle d'un certain nombre d'activités pour un certain nombre de produits. Et voilà, globalement, du coup, en fait, on a plutôt tendance à accélérer aujourd'hui l'extraction de ressources qu'à la freiner. C'est-à-dire que contrairement peut-être un peu aux émissions de CO2 qui augmentent, mais qui augmentent légèrement moins vite que le PIB, eh bien, la consommation de ressources, de matières premières, augmente et augmente plus vite que le PIB. C'est-à-dire qu'on augmente en fait l'intensification en matière, et ce, malgré les exhortations à l'économie circulaire, malgré le progrès indéniable du recyclage dans un certain nombre de cas, etc. Voilà, donc c'est ça un peu le sujet autour de la question d'un monde 100% énergie renouvelable. D'accord, donc les énergies renouvelables,
quand même outil vraiment très, très important pour limiter, peut-être essayer de réduire un petit peu l'augmentation des émissions de carbone dans l'atmosphère. Et pourtant, on cite systématiquement l'isolation thermique des bâtiments comme l'un des premiers objectifs à atteindre, car pour essayer de réduire nos émissions de carbone, car on rappelle que le bâtiment reste l'un des principaux domaines liés aux émissions de carbone. Et pour ça, mais pourtant, c'est quelque chose qu'on entend finalement, un thème dont on parle relativement peu, le bâtiment, la construction. Et pourtant, c'est vraiment à relier à cette volonté aux gens de trouver un métier qui a du sens, car le domaine de la construction, ça reste l'un des rares domaines où il y a une notion de sens et d'utilité. Donc oui, le pont que je vais construire va servir aux autres, ça ne fait aucun doute. Mais est-ce que ce n'est pas un rempart pour couper court à des réflexions plus profondes et s'empêcher peut-être d'aborder la question du construire moins? Alors, il y a plein de questions dans votre question. Je vais commencer avec celle du sens, de dire, ah bah tiens, c'est vrai que moi j'aime bien ce métier de la construction, j'y travaille aujourd'hui, hein, mais il y a plein d'autres métiers qui ont du sens. Enfin, je pense qu'il ne faut pas... alors, il y a un livre qu'on m'a beaucoup conseillé, mais je n'ai pas encore eu le temps de lire, du regretté David Graeber, Bullshit Jobs, qui, je pense, raconte un petit peu des témoignages justement de gens de cadres très haut placés, peut-être même des fois dans un certain nombre de cas, qui ont un peu perdu le sens peut-être par rapport à des dénominations d'emploi et même de rôle dans la société ou dans leur entreprise. Mais il y a plein d'autres endroits où on peut être tout à fait utile. Enfin, je veux dire, les gens qui travaillent dans les réseaux d'eau, d'assainissement, dans les réseaux électriques, même dans les réseaux, on va dire, télécoms. Bon, alors, en ce moment, ils sont obligés d'installer la 5G, mais bon, voilà, il y a quand même une utilité et on s'en sert ce soir, et il y a des choses à faire. Les gens qui travaillent sur la conception de machines diverses et variées. Enfin, je veux dire, heureusement qu'il y a des gens qui conçoivent encore des moissonneuses-batteuses et qui fabriquent des tracteurs. Voilà, toute la question du recyclage. Enfin, voilà, il y a plein de domaines, je pense, où on peut tout à fait trouver du sens et se dire ce que je fais. Voilà. Et sans même parler, évidemment, de domaines qui ne sont pas des domaines techniques, mais qui vont être des domaines, ou même dans le médical, il y a plein de choses. Enfin, voilà, il y a quand même toute une série d'appareillages qu'il faut quand même in fine construire. Alors, ce n'est pas forcément tout à fait peut-être des Français, je ne sais pas, c'est peut-être plus des PME allemandes. Ça, c'est un peu la légende, hein, c'est toujours des Allemands ou des Japonais qui font ça, mais il y a quand même un vrai intérêt là-dessus. Et besoin d'ingénieurs demain pour faire tout ça, et même pour faire du démantèlement nucléaire. Voilà, on va faire durer un peu nos vieilles chaudières une dizaine d'années de plus. Là, la SN nous a proposé ça, bon, très bien. Mais après, il y aura bien des choses à faire, il y a des trucs à traiter, des déchets, ils sont là, de fait, hein, le coût est déjà parti. C'est un petit peu comme sur la question du changement climatique. Donc moi, je suis très fier et ravi qu'il y ait des gens aussi qui rejoignent quelque part la filière nucléaire, ne serait-ce que pour gérer l'héritage, quoi, hein, sans parler du tout forcément de redéployer des centrales en plus de telle ou telle génération. Alors sur la question de la construction, maintenant sur le construire moins, oui bien sûr. En fait, pour moi, c'est vraiment essentiel et c'est clé. C'est-à-dire que on peut mieux construire. D'ailleurs, tout le monde aujourd'hui, enfin, il n'y a personne qui rase pas vert dans le domaine de la construction aujourd'hui. Hein. Je veux dire que ce soit des concepteurs, même les maîtres d'ouvrage qui ont envie, etc. Enfin, tous les bâtiments ils ont tous un petit supplément d'âme environnementale, hein, sinon ça passe pas. Alors après, la question, c'est effectivement de dire est-ce qu'il est vraiment vert, si je puis dire, ou pas. Alors, on nous présente des gratte-ciel qui font 800 mètres de haut, je ne sais pas quoi, qui vont contenir 300 000 personnes, et on explique que ça va être vert parce qu'il est installé dans le sens du vent et la ventilation va être naturelle. Bon, on peut quand même un peu douter, mais enfin, c'est quand même le genre de choses qu'on lit, qu'on voit, et le genre de débat qu'il y a. Hein. En fait, la question de l'éco-construction, on voit plein de choses apparaître, et bien sûr qu'il faut mieux construire à travers la question des matériaux. On sait que, par exemple, le ciment, c'est quand même un vrai sujet, puisque le ciment, non seulement il est énergivore à fabriquer, mais en plus, d'un point de vue purement chimique, il faut rejeter du CO2 pour fabriquer du ciment, hein, puisqu'on part du carbonate de calcium, hein, calcaire, donc CaCO3, puis on va enlever CO2. Donc il y a un moment où, voilà, de toute manière, ça rejette nativement, si je puis dire, du CO2, de la même manière que quand on va désoxygéner, c'est-à-dire réduire du minerai de fer, par exemple, on va enlever aussi Fe2O3, et on va enlever, grâce à du carbone, du coke qui vient du charbon, on va enlever CO2 aussi. Bon. Donc il y a un vrai sujet autour de ça. Donc on peut développer par exemple la construction bois.
Maintenant, on arrive à faire des prouesses en construction bois, en structure. On monte à plus de 10 étages. Je ne sais plus exactement à combien on est aujourd'hui, mais c'est vraiment réel. On peut travailler sur les réemplois, on peut travailler sur la question du bioclimatisme, etc. Enfin, être dans une sobriété de la conception. Mais si, par exemple, on se disait on va éco-construire en bois sympa l'équivalent des mètres carrés qu'aujourd'hui on met en chantier chaque année dans un pays comme la France, on va avoir un gros problème de ressources bois. En fait, bon, je n'ai pas fait le calcul de coin de table, mais je rêve de le faire et je promets que je le ferai à un moment ou à un autre. Je pense que si vous n'avez pas d'abord de la sobriété de construction, c'est-à-dire de dire on va trouver un moyen de construire moins, ben vous avez un vrai problème de ressources derrière, parce que finalement, ce n'est pas pour rien que le ciment Portland, inventé au 19e siècle, est si pratique. Ben, ça a permis de construire plus, quoi. Parce qu'avant, effectivement, on était enchâssé dans un territoire. La construction, c'était les ressources disponibles autour ou un petit peu plus loin. C'était du géosourcé, c'était de la pierre, c'était de l'argile, des briques, c'était qui n'était pas forcément tout à fait propre non plus, parce qu'il fallait les cuire, etc. Mais voilà. Et puis à un moment, ouf, on arrive grâce à la chimie industrielle, grâce à plein de process industriels, à s'extraire de cette contrainte surfacique. Et puis aujourd'hui, on veut s'y réinstaller. Pas de problème, mais pas avec les mêmes volumes, quoi. Donc le construire moins, c'est un truc très compliqué. Il va falloir construire moins, il va falloir artificialiser moins, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on mange aujourd'hui, la ville continue à manger des terres et à manger des terres agricoles en particulier, donc c'est quand même un vrai sujet. Comment on fait ça? Il va falloir, il n'y a pas 36 moyens, en fait, il va falloir d'abord intensifier l'usage des lieux, intensifier l'existant, mieux utiliser ce qui est déjà construit avant de construire plus, quoi. Alors, c'est très compliqué parce que ça convoque plein de choses, et puis, voilà, mais il faut quand même juste se dire, pour prendre un petit exemple stupide parmi d'autres, mais aujourd'hui, quand on a une personne de plus sur le territoire français, d'accord, une évolution démographique, ça doit être à peu près 200 000 personnes par an, je crois, donc c'est un peu on va dire, c'est un petit peu de solde entre les naissances, les morts, un petit peu de gens qui partent en expatriation, d'autres qui arrivent. Bon, voilà, donc ça fait 200 000 personnes. Quand vous avez une personne qui arrive, vous mettez en chantier 2 logements, d'accord? Et malgré ça, on manque de logements. Donc, alors, il y a des raisons à ça, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui se vident, il y a des endroits qui se métropolisent, il y a des recompositions familiales qui fait que la quantité de personnes dans un même foyer évolue, etc. Tout ça, met de la pression sur le logement, mais c'est quand même un peu le système stupide dans lequel on vit. Vous voyez, c'est que voilà, on a besoin de faire 2 fois plus de logements que le nombre de personnes qu'on ajoute chaque année dans le pays. Donc voilà, il faut travailler sur ça, il faut travailler sur... on peut travailler sur la multifonctionnalité, le fait que voilà, il y a peut-être, moi je prends souvent l'exemple des écoles parce qu'il est assez emblématique. Voilà, les écoles elles sont utilisées en journée, pendant la semaine, quand c'est pas les vacances scolaires, quoi. Et tout le reste du temps, le week-end, le soir, les vacances, c'est pas forcément très utilisé, etc. Donc voilà, il y a des manières de faire des choses. Peut-être demain, des restaurants d'entreprise seront aussi des restaurants le soir et le week-end, ou les cours d'école, vous les ouvrez pour en faire des parcs arborés pour la population le week-end. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler pour intensifier l'usage des lieux. D'une certaine manière, le télétravail est aussi une intensification de l'usage des lieux, puisque vous allez utiliser des mètres carrés chez vous. Et puis peut-être à un moment, les entreprises pourront optimiser et réduire la taille de leur bureau pour finalement, à condition évidemment de ne pas tous télétravailler le même jour et d'être tous au bureau le même jour, sinon ça ne marche pas et il y a un problème de capacité et de pointe, mais dans l'idée, ça peut être intéressant. Alors malheureusement, tout ça l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions parce que vous allez aussi avoir d'autres phénomènes. Alors peut-être vous allez chauffer chez vous et puis avant vous chauffiez peut-être un petit peu moins dans la journée parce qu'il y avait un régulateur de température qui fait que voilà, ça baissait un peu dans la journée puis ça remontait un peu le soir quand vous rentrez. Alors là, il faut chauffer. Donc qu'est-ce que ça veut dire en termes de bilan énergétique? Vous pouvez avoir des effets rebonds de dire c'est super, comme je télétravaille, je vais habiter plus loin de mon travail et donc finalement je vais faire le même nombre de kilomètres chaque jour. Je vais faire moins de kilomètres chaque jour, mais je vais en faire un peu plus de temps en temps quand je monte 2 fois au bureau dans la semaine. Voilà, donc il y a aussi plein de phénomènes pervers, mais en tout cas, ce sont des pistes qui permettent d'imaginer le construire moins de demain, quoi.
Merci pour votre réponse. Vous évoquiez, ça me fait penser à les cimenteries et vraiment leur impact important à cause finalement d'une réaction chimique dont on ne peut pas se passer, qu'on ne peut pas rendre plus efficace, entre guillemets, parce que le CO2 est là et c'est donc physique ou chimique. Et ça me fait penser finalement à la promesse peut-être un peu folle d'Elon Musk d'offrir 100 millions de dollars à celui ou celle qui révolutionnerait le domaine du captage de CO2 atmosphérique, parce qu'on sait justement que c'est un domaine qui est très lié à des grosses entreprises polluantes émettrices de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, donc par exemple les cimenteries ou les usines thermiques à gaz ou à charbon. Donc on sait qu'il y a un dispositif de collectage de particules donc, en sortie. Et donc, est-ce que vous y croyez, vous, à tout ça? Alors, je séparerai la question en deux. Est-ce que je crois à Elon Musk et est-ce que je crois à la capture et au captage, au captage et au stockage du CO2? Bon, sur Elon Musk, on pourrait faire une émission complète sur lui, tellement le personnage est truculent, évidemment. Il y a un petit côté, on est dans une nouvelle religion, en fait. Cette religion, c'est la religion de la technique. On a sans doute un peu moins de transcendance, en tout cas une partie de la population a moins s'est éloignée un peu de la religion et on est rentré dans un monde un peu plus matériel et qui a tous les codes de la religion, c'est-à-dire qu'on a des lieux sacrés, c'est la Silicon Valley, on a des grands-messes annuelles, c'est le Consumer Electronics Show, et on a des prêtres, et des grands prêtres, les cardinaux, et ce sont les Elon Musk et consorts, donc on est un petit peu fasciné. Et voilà, il y a des choses tout à fait truculentes et intéressantes qui peuvent être dans cette aventure. Bon, j'avoue que je ne porte pas le personnage particulièrement dans mon cœur. Je me demande comment en 2020 on peut mettre des électrodes dans les cerveaux de chimpanzés quand je vois le nombre de chimpanzés qui restent. Bon. Mais ce qui est un peu embêtant, c'est ce côté un peu cette double activité, un peu à la fois d'image de sauveur de l'humanité qui veut se donner, effectivement, c'est toujours agréable d'avoir l'image de sauveur de l'humanité, et en même temps, finalement, d'accélération de la destruction environnementale par ces activités. C'est-à-dire qu'il y a toujours, ça reste une aventure capitaliste, quand même, et donc voilà, on dit qu'on va faire la Big Falcon Rocket qui va permettre d'aller conquérir Mars et de sauver l'humanité. En tout cas, d'augmenter ses chances de ne pas disparaître si jamais on prenait un gros astéroïde dans la tronche. Bon, ok, pourquoi pas. Mais en attendant, on va faire cette fusée. Elle pourra peut-être servir à faire du tourisme, enfin pas peut-être d'ailleurs, à faire du tourisme spatial ou à faire New York-Tokyo en 2 heures pour les gens qui peuvent se le payer. Donc, il y a quand même un peu ce côté un peu de double face là où utopique, dystopique, qui est assez désagréable. Sur le côté du captage du CO2, bon, effectivement, il y a des endroits. Alors, il y a des dispositifs de captage un peu atmosphériques dispersés, je dirais, qui commencent il y a quelques startups qui se baladent là-dessus. Quand on voit les volumétries des gros ventilateurs qu'il faudra installer, j'ai peur que ça soit un petit peu comme les bateaux qui nettoient le plastique des océans. Ça va être un petit peu compliqué. Et après, il y a effectivement la possibilité de mettre ça juste en aval des endroits qui sont effectivement les gros émetteurs. Alors, il y a les cimenteries, il y a les hauts fourneaux à acier, dont on a parlé tout à l'heure, et puis il y a les centrales électriques au charbon ou au gaz. Bon. Il y a plusieurs choses là-dessus. D'abord, il faut savoir que, par exemple, dans les centrales à charbon, il y a beaucoup de centrales à charbon qui ont été installées, il n'y a pas très longtemps, moins de 10 ans, moins de 15 ans, qui sont censées durer 50 ou 60 ans et qui ne sont pas CCS ready, comme on dit, c'est-à-dire elles ne sont pas adaptables à un dispositif de captage. Ça a été un choix qui a été fait d'ailleurs, parce qu'on aurait pu le faire, mais c'était un peu plus cher. Et les pays qui les ont installés l'ont en général assez rarement fait. Donc, il y a une espèce de coup parti, c'est-à-dire que soit on débranche, on l'arrête, on n'en a plus besoin. Mais dire qu'on va réussir à venir rajouter un dispositif pour différentes raisons techniques n'est pas du tout évident. Donc, il y a un peu un effet d'inertie quand même dans tout ça. Un peu comme vous décriviez tout à l'heure en disant on arrive à peine à freiner les émissions de CO2 avec un petit peu d'énergie renouvelable qui finalement ne fait que s'empiler. D'ailleurs,
sur des énergies fossiles, de la même manière, là, on a un peu un coup qui est parti. Bon. Mais effectivement, on pourrait imaginer toute une série de sites industriels sur lesquels on ferait la captation. Alors, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'il y a deux choses. Enfin, la première, c'est que le fait de capter ce CO2 est énergivore, hein, consomme une partie de par exemple, dans une centrale à charbon, on va dire, va consommer une partie de l'énergie du charbon, parce qu'il va falloir en fait fabriquer du solvant, utiliser ce solvant pour capter le CO2. Enfin, je prends cet exemple, après peut-être que les fans d'Elon Musk vont me dire qu'il y a déjà d'autres solutions tout à fait disruptives, mais bon, pour faire simple, il faut attraper ce CO2, il faut le compresser, il faut le concentrer de cette manière et le comprimer et l'envoyer quelque part, et ça consomme de l'énergie. Voilà. Donc, ça veut dire que du coup, on augmentera d'autant plus la consommation énergétique. Donc, ça vient un peu craqueler avec la question peut-être de la stabilité à moyen terme de la quantité d'énergie dont on dispose, qu'elle soit renouvelable à travers les métaux ou qu'elle soit fossile. Et puis parce ensuite, que pour l'instant, les seuls projets rentables d'injection de CO2 dans la croûte terrestre, c'est des projets d'injection de CO2 supercritiques pour récupérer du pétrole qui est relativement peu condensé au Canada, par exemple. Oui, en Norvège, il y a un exemple qui est tout le temps cité. C'est toujours un peu douteux. En fait, c'est une règle générale à retenir, c'est quand vous avez toujours le même exemple, c'est qu'il y a un loup. D'articles de journal en trucs sur le net, de bouquins en séminaire. Si vous avez toujours Kalundborg au Danemark sur l'écologie industrielle, c'est louche. Si vous avez toujours les pneus de camion de Michelin sur l'économie de la fonctionnalité où on facture plus le truc, mais on facture plus le produit, mais on facture l'usage, c'est louche. Voilà. Et donc, dans l'exemple du stockage de CO2, il y a effectivement à date un ou deux exemples, dont un chez Statoil, je crois, en Norvège, où effectivement on réinjecte le CO2 pour des bonnes raisons. Mais effectivement, ça sert de lieu d'étude pour finalement la stabilité de ce CO2 ou pas, parce qu'en fait, le problème, c'est on peut avoir le côté de où est-ce qu'on va effectivement le stocker, dans quelle couche géologique, comment, et est-ce qu'en fait on créerait, s'il y avait disons une échelle suffisante de cet usage-là, est-ce qu'on risquerait de créer une sorte de bombe à retardement climatique de rejet de CO2 qui ensuite finirait par fuir, si je puis dire. Oui, parce qu'il y a tous les dangers finalement d'une fissuration du réservoir et le CO2 qui s'échapperait rejoindrait les nappes phréatiques parce que ça ferait de l'acide. Donc ça serait pas super, oui. Voilà, qui est un peu le même problème que par exemple dans certains dispositifs de géo-ingénierie. Par exemple, le fait de lâcher des sulfates, je ne sais plus si c'est des sulfates d'ailleurs, enfin des particules en gros dans la haute atmosphère via des avions, potentiellement, ou du coup qui permettraient ou des dispositifs satellitaires qui permettraient, je ne sais pas, de réduire un peu l'exposition l'incidence solaire. En fait, ce truc-là, voilà, quand vous avez plus, si vous arrêtez en fait, vous limitez pas le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, vous limitez l'incidence solaire. Et donc, il y a un moment où si vous arrêtez le dispositif et que du coup l'incidence solaire réaugmente brutalement, alors que du coup le CO2, lui, il est dans l'atmosphère, vous avez un gros sujet, un gros problème, parce que à ce moment-là, votre truc diverge et il diverge très très vite, votre climat. Donc voilà, donc sur le CCS, c'est un peu ça le sujet. La techno, elle n'est pas très très mûre, c'est moins qu'on puisse dire, c'est énergivore et on ne sait pas vraiment comment on pourrait réellement en fait stocker ça proprement, avec quel pipeline. Enfin, il y a tout aussi un déploiement. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut amener les sites, voilà, bien entendu, où on émet le CO2 ne sont pas juste à côté, évidemment, des sites où on pourrait peut-être stocker le CO2. Donc, il y a aussi des questions de transport, etc. Il n'y a pas les réseaux de transport qui existent. Les réseaux de transport, ils ont été construits plutôt entre les réserves, les réserves de gaz ou de pétrole et puis et les lieux d'utilisation, les raffineries, etc. Donc, voilà, même à ma connaissance, alors moins que ça ait changé tout récemment, mais l'Agence internationale de l'énergie qui est quand même très business as usual, quoi, hein. C'est plutôt, voilà, on injecte un peu de trucs, pardon, pas on injecte, mais on va faire un peu d'hydrogène, on va faire un peu d'énergie renouvelable, mais il va rester quand même beaucoup de gaz, beaucoup de pétrole. Bon, peut-être à un bout d'un moment, le gaz va remplacer un peu le charbon, parce que le charbon, c'est vraiment beaucoup plus sale, etc. Mais ils sont quand même globalement dans des courbes, eux, pour le coup, ils ne sont pas dans la sobriété et pas beaucoup dans l'efficacité.
bah, même eux reconnaissent que voilà, le CCS sera quelque chose d'assez marginal. Donc, bon, le GIEC le manie ça en disant, bah, de toute façon, au point où on en est, il faut un peu faire feu de tout bois, quoi. Donc, un petit truc de plus par-ci, Pourtant, par-là. et je vous posais la question parce qu'il me semble que ça a changé récemment et qu'ils ils l'ont inscrit en troisième priorité dans leurs objectifs, peut-être de projets importants avec à haut potentiel, justement, à rechercher. Et ça a changé, justement. Bah, on va voir. Alors, pour ce qui est du GIEC, oui, un peu, IEA ou GIEC? IEA. Ah oui, IEA, alors peut-être, ouais. Alors, c'est possible parce que voilà, le business, c'est la destruction créatrice schumpeterienne, quoi. Donc, quand on bosse je sais pas, dans le charbon et qu'à un moment, faut que le capital se redéploie. Donc, pourquoi pas aller sur d'autres trucs? Bon, ça m'étonne pas. C'est sans doute. C'est sans doute quelque chose qui intéresse potentiellement les industriels, mais à nouveau, je pense que c'est quand même très difficile. Enfin, le CO2 est un gaz un peu final, si je puis dire, une fois qu'on a brûlé le truc, etc. Enfin, il est assez stable chimiquement, c'est bien son sujet, en fait. Et c'est bien ça qui fait qu'il reste ensuite un siècle ou un peu plus dans l'atmosphère avant de finir par être capté par-ci ou par-là par les dispositifs de la vie, par la photosynthèse. Mais c'est un gaz très, très pénible de ce point de vue-là parce que voilà, il est quand même chimiquement pas très réactif. Donc, pour l'attraper, tout ça, il faut des produits chimiques un peu bizarres et tout. Donc, bon, bah, on verra. Mais bon, le GIEC, on verra ce que dit le GIEC aussi. Ils sont en train de sortir un nouveau rapport, là, je crois, pour septembre. Donc, on verra dans la partie adaptation ou mitigation ce qu'ils en pensent. Ouais. Bon, alors, vous êtes peut-être l'un des rares ingénieurs avec Elon Musk, peut-être pas en France, mais toujours, mais à être entendu, reconnu et à apporter une parole scientifique donc au public, à un plus grand nombre. Et pour ça, j'aimerais revenir peut-être sur les propos d'Étienne Klein, que je cite. Donc, les ingénieurs, franchement, on ne les entend pas beaucoup. Pourtant, ce sont eux les intellectuels de l'agir technologique. On a besoin de les entendre davantage. Leur silence laisse la place pour d'autres formes de discours beaucoup plus radicaux. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre, justement? Est-ce que c'est un vrai choix de votre part de vous mettre en avant et d'essayer faire ce travail répétitif, pédagogique? Et qu'avez-vous à dire à vos confrères ingénieurs, peut-être? Alors, oulala, plein de questions dans les questions encore, mais donc, alors d'abord, non, je ne porte pas une parole scientifique, soyons clairs. Je pense que ça irriterait des gens qui sont vraiment des scientifiques. Moi, je suis ingénieur et je suis pas scientifique. La différence, donc, c'est que ce que j'écris n'est pas peer-reviewed, quoi, n'est pas revu par mes pairs. Je ne publie pas dans des revues à comité de lecture. Et donc, je peux raconter d'énormes bêtises potentiellement. Alors voilà, je n'ai pas de problème que les gens peuvent venir me voir en me disant tu as raconté une bêtise à cet endroit-là. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas eu trop, donc je fais attention à ce que je dis. Mais voilà, c'est quand même très différent comme démarche, c'est la première chose. Ensuite, des fois, très vite, quand on déborde du métier d'ingénieur, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi, parce qu'on sort du factuel. Donc moi, je n'ai pas de problème à vous raconter les 40 métaux qu'il y a dans un smartphone, le fait que ça coûte à peu près 2 euros les matières premières d'un smartphone. Donc, il y a plein d'autres choses dans un smartphone que les matières premières, et que c'est très, très mal recyclé. Voilà, ça, c'est factuel, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, quand vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qu'on fait, mon bon monsieur ? On va rentrer dans des domaines qui sont des domaines politiques, sociologiques, psychologiques, j'en sais rien, anthropologiques, etc. Et là, c'est la casquette, c'est non seulement pas scientifique, mais c'est même plus factuel, quoi. Donc c'est juste une parole, on va dire, de citoyen qui estime que, mais elle vaut pas plus que la parole de quelqu'un d'autre. C'est le principe de la démocratie. Donc il faut faire aussi, voilà, attention à ça. C'est de dire, c'est pas OK, on n'entend sans doute pas assez les ingénieurs aujourd'hui, ça je suis d'accord, je rejoins Étienne là-dessus. Après, il ne faut pas qu'on les entende non plus trop fort, enfin, je veux dire, chacun sa part, et il ne faut pas non plus passer sur un gouvernement, je dirais, d'ultra-technocrates sous le prétexte que finalement, la technologie étant devenue une boîte noire, effectivement, hein, je veux dire, on ne peut plus faire la vidange de sa voiture soi-même, ou je ne sais pas quoi, si la vidange peut-être encore, mais enfin, même encore, ça doit être un peu limite, enfin, plus grand monde le fait en tout cas.
Voilà, il y a trop de dispositifs électroniques, on ne comprend plus ce qui nous entoure, enfin, à part à peu près peut-être encore le vélo, et encore non. Une fois que le vélo est passé à assistance électrique, c'est fini. Enfin, on sait que ça ne sera même pas possible. Parfois, là, on n'arrive pas à changer la batterie parce qu'il y a déjà eu obsolescence du modèle. Donc, ce n'est pas pour cette raison-là qu'il faudrait de dire, bah, du coup, on donne les clés du camion aux ingénieurs, quoi, parce que ça peut tourner assez mal aussi, ça, très, très probablement. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on les entend peut-être moins Bon, on commence à en entendre un petit peu quand même. Enfin, je pense, je vois dans des dispositifs comme le Haut Conseil pour le climat, par exemple, je pense que les ingénieurs sont représentés, sont même plutôt bien représentés. Voilà, il y a quand même, alors il y a quelques hommes ou femmes politiques qui sont ingénieurs. Il y en a quelques-uns qui ont quand même pris des mairies à une époque là, ou même plus récemment. Donc, je pense à, voilà, vous avez Piolle à Lyon, et je crois qu'il est ingénieur, enfin, il me semble. Piolle à Grenoble, pardon. Vous avez Grégory Doucet à Lyon, je me demande s'il n'est pas aussi de formation technique. Enfin bon. Donc, vous en avez quand même qui commencent à exister. Mais c'est vrai qu'il y a une sous-représentation. Alors, mais la sous-représentation, elle n'est pas liée que. Enfin, il n'y a pas que les ingénieurs. Enfin, je veux dire, dans notre démocratie représentative, il y a plein de comment dirais-je, de biais de représentation politique. Il y a beaucoup plus, je ne sais pas, de gens qui chassent à l'Assemblée nationale. Enfin, en tout cas, la précédente, je n'ai pas les statistiques actuelles. Il y a beaucoup plus, enfin, voilà, il y a beaucoup plus d'hommes et de femmes de loi. Voilà, il y a aussi des raisons à ça, certainement. Mais voilà. Alors, ce qui est vrai, peut-être, c'est que sur la parole un petit peu factuelle, sur des aspects un petit peu, effectivement, techniques, peut-être qu'on entend effectivement plus des gens qui sont issus du domaine universitaire, typiquement. Alors, peut-être parce qu'ils ont aussi plus de temps ou plus de liberté peut-être pour justement, ou à travers l'enseignement, pour porter une certaine parole que des ingénieurs qui sont finalement à bosser à 100% dans leur boîte et souvent à des positions, j'imagine, d'encadrement, etc., ou d'expertise, qui fait que voilà, ils ne sont pas forcément le temps, ou alors ils sont aussi comment dirais-je, en réserve enfin, sur ce qu'ils peuvent dire, parce que voilà, la question c'est finalement est-ce que quand on est dans une entreprise, on peut prendre la parole à titre personnel en public en portant pas forcément la casquette de son entreprise? C'est pas forcément évident. Bon, moi, j'ai jonglé un peu avec un peu la double casquette pendant plusieurs années. C'est-à-dire, voilà, j'avais un métier tout à fait respectable, il n'y a pas de problème, mais voilà, je ne prenais pas la parole au titre de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Bon, là, c'est un peu entre les deux, on va dire. J'ai rien à cacher, mais voilà, donc il y a cet aspect, sans doute cet aspect-là. Bon, et puis après, moi, comment j'en suis venu là, c'est un peu plus personnel, mais bon, c'est un peu par hasard, si vous voulez, mais voilà, c'est vrai que je m'intéressais à ce sujet, notamment des ressources, etc., depuis très longtemps. Donc, j'ai eu l'occasion d'avoir un métier à un moment qui était un métier plutôt dans le conseil, où j'ai pu voir plein d'industries différentes, donc c'était tout à fait sympathique pour glaner des petites anecdotes super sympas pour les dîners en ville, en disant par exemple, vous mangez chaque année quelques milligrammes de platine, en fait, parce qu'en équivalent production de céréales, comme les nitrates se font sur la catalyse platine-rhodium et que ça s'use un petit peu, ben voilà, en fait, on mange un équivalent platine chaque année, c'est assez rigolo. Bon, voilà, des petits trucs comme ça, enfin, moi, ça me faisait rire. Enfin, rire, voilà. En tout cas, ça me confrontait à la matérialité du monde. Et puis, bon, voilà, de fil en aiguille, après, on a commencé un petit peu à gauche, à droite à me solliciter, mais puis en France, finalement, on devient vite expert. Vous disiez tout à l'heure scientifique, donc on voit bien que du coup, ça se confond assez vite. Mais voilà, quand on a écrit un livre, on est expert. Bon, voilà, donc je suis devenu expert, grand expert mondial français, je ne sais pas quoi, des ressources. Bon, et puis en fait, voilà, donc il faut garder un peu de modestie là-dessus. Mais pourquoi est-ce que je continue? Je continue pour deux choses. Un, parce que ça m'énerve, que je suis fondamentalement énervé de voir effectivement des choses qui avancent pas, ou qui avancent pas comme il faudrait, ou qui sont mal prises, ou bien le niveau du débat est pitoyable, ou bien on avance pour avancer dans le syndrome de la Reine Rouge. Vous connaissez un peu dans la suite d'Alice au Pays des Merveilles, hein, quand vous courez, c'est pour rester sur place, et si vous arrêtez de courir, vous reculez. Bon, c'est quand même ce qu'a réussi à dire Bruno Le Maire quand il y a eu le débat sur la 5G à l'automne. En septembre, là, il a dit voilà, moi je ne suis pas pour une France qui recule, donc il faut installer la 5G, quoi. Donc sinon on va reculer, quoi. On va reculer pourquoi, en faisant quoi? Enfin, viens m'expliquer quand même un petit peu. Et quand on prend les cas d'usage un peu de la 5G, qu'on ne connaît pas très très bien d'ailleurs,
Mais quand on descend les promesses, elles étaient plus ridicules les unes que les autres. Voilà, pourquoi est-ce qu'il faut absolument numériser l'école? Voilà, j'ai aussi commis un ouvrage sur ça. Enfin, voilà, donc il y a des choses qui m'énervent un peu. Et puis, quand je trouve pas des gens pour le dire à ma place, je le dis moi-même. On va dire ça comme ça, d'une certaine manière. Bon, voilà, donc je suis content d'avoir l'occasion de pouvoir le dire à gauche ou à droite. Bon, et puis voilà, à part ça. Ça a ses limites aussi. C'est-à-dire que je pense qu'ensuite, voilà, moi, je suis pas là pour faire tourner les logiciels de macroéconomie de Bercy le week-end ou pour écrire des programmes politiques. Donc, ce que j'espère, c'est que effectivement cette parole, elle soit écoutée, elle apporte un petit peu de dissonance, donc qu'elle amène un petit peu de complexité dans un débat qui est souvent quand même un petit peu de bas étage, quoi, hein, qui est pas très très voilà. Et puis que du coup, ça permet d'essayer d'aller dans le bon sens. Et donc, et je le fais aussi parce que j'ai de l'espoir que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire de dire être dans l'action, c'est un petit peu, c'est toujours, dans une certaine action, parce qu'il y a 1000 manières d'avoir des actions. Moi, j'ai trouvé celle-là, quoi, c'est ma catharsis, quoi. C'est quelque part d'écrire et puis d'intervenir un petit peu de temps en temps. Et voilà, mais je le fais parce que je pense qu'il y a des choses à faire, qu'on pourrait vraiment, qu'on en a tellement sous le pied, le gâchis est tellement incroyable qu'on peut vraiment agir et qu'il y a une trajectoire qu'on pourrait expérimenter avec un petit peu d'envie collective et de courage. Et que voilà, c'est pour ça que du coup, j'y consacre de temps en temps quelques bouts de soirée ou quelques week-ends, quoi. D'accord, mais est-ce que c'est pas aussi, justement, s'il y a aussi peu d'ingénieurs, peut-être, est-ce que c'est pas aussi seulement juste un problème de temps, mais peut-être aussi la question d'un stress profond de la part des ingénieurs, de prendre la parole sans être certain de leur légitimité, et peut-être une forme d'humilité par la même chose. Donc, oui, là, j'ai sans doute, bien sûr. Ça, c'est pas des... allez, on va dire que peut-être par rapport à d'autres types de formations, je sais pas, prenons le grand oral de l'ENA, par exemple, hein, pour en prendre un seul. Je ne stigmatise pas l'ENA en tant que tel, mais le processus de sélection des écoles d'ingénieurs n'était pas forcément fait pour recruter des gens qui savent forcément bien parler, forcément bien présenter, forcément se mettre en avant, forcément avoir de l'ambition. C'est le processus sélection, à date, c'est plutôt de dire tu manies bien des équations, la conceptualisation d'un certain nombre de choses, et puis voilà, tu arrives à travailler un peu en mode projet et à plusieurs. Voilà, c'est plutôt ça. Donc je pense qu'effectivement, après, il y a une diversité, il y a tellement d'ingénieurs. Il y a une diversité de profils qui fait qu'il y a des gens tout à fait expansifs et puis d'autres qui sont effectivement sans doute plus modestes. Bon, après, il faut juste savoir d'où on vient aussi, hein. Ingénieur, vous savez, ça vient d'ingénieur, c'est du vieux français, ça doit dater du XIIIe ou XIVe siècle, ça dérive du bas latin et ça veut dire le fabricant des engins de guerre, hein, engin, ingénieur. Donc en fait, voilà, pendant des siècles, c'est l'art d'assiéger les villes et de fabriquer des fortifications, hein. C'est ça l'ingénieur. Puis après, ça devient un ingénieur des ponts et chaussées. Et puis ensuite, les manufactures arrivent et donc il devient le gestionnaire des machines à vapeur et des mines et de la construction du chemin de fer. Mais voilà, au départ, c'est l'engin de guerre. Donc il y a un côté un petit peu, il y a voilà, un historique un peu difficile, un peu martial, qui fait que voilà, l'ingénieur, c'est sans doute difficile aujourd'hui de réussir à se positionner comme un porteur de solutions et sauveur de la planète, après avoir finalement été formidablement efficace pour inventer plein de produits, plein de trucs, pas de problème, hein, qui servent beaucoup, hein. Je veux dire, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain sur le progrès technologique. Il y a des trucs tout à fait formidables et sympas, ne serait-ce que dans le domaine médical, pour prendre un endroit où on va pas avoir besoin encore qu'on pourrait commencer à trier aussi, puisqu'on va un peu vers le transhumanisme d'une certaine manière, mais en tout cas, bon, voilà, on peut reconnaître que l'immense majorité des dispositifs sont quand même sympas. Bon, voilà, vous avez... mais pour faire ça, il a fallu un petit peu taper dans la butte, ouvrir quelques routes, déforester à gauche à droite et gratouiller, et puis rejeter in fine des produits qui ne sont pas des produits biodégradables et donc qui finalement s'accumulent dans l'environnement, se bioaccumulent
avec les différentes formes, qui peuvent être les plastiques, les polluants organiques persistants, les trucs. Bon, voilà. Donc, en gros, c'est ce que je racontais un peu dans la géotech, c'est que l'ingénieur, il fait des omelettes, mais il ne faut pas lui demander de faire des omelettes sans casser des œufs, quoi, hein. C'est son boulot de faire ça, quoi. Votre avis peut-être sur les manifestes étudiants, donc dans la continuité peut-être de l'implication des étudiants, des ingénieurs, mais là plus généralement sur les étudiants. Est-ce que vous suivez ça de loin? Est-ce que vous êtes peut-être au courant de ce qui se passe dans l'enseignement supérieur aujourd'hui? Je suis ça de... Oui, c'est pas un travail à plein temps, quoi, ça c'est certain. J'en ai vu passer parce que parfois on m'a demandé mon avis ou de signer, ou on me demandait si je voulais pas faire directeur de telle ou telle école parce que du coup, comme ça, voilà, j'aurais sans doute, je pourrais orienter vraiment l'enseignement de l'école à la demande des élèves dans le sens de l'environnement. Bon, en fait, ce qu'il faut, bon, moi, je vois ça avec un œil positif, c'est-à-dire pour moi, ça participe de l'ensemble de l'évolution de la société et des référentiels culturels qui vont permettre effectivement ensuite de mettre en œuvre des vraies évolutions politiques, économiques, sociales. Pourquoi pas, dans un sens positif. Donc, ça, pour moi, ça participe de ça. Et je pense qu'effectivement, par exemple, dans les entreprises, il y a des vrais questionnements, des vraies envies. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de gens convaincus, un peu à tous les étages. Ça, c'est une réalité. Les gens font plus semblant. Enfin, plein de gens qui font de moins en moins de gens qui font semblant. Et puis, sans doute, voilà, il y a ce côté de dire le temps du greenwashing est sans doute en train de passer. Et si on veut recruter, retenir les talents de demain, bah voilà, va falloir faire vraiment, va falloir dire des choses et puis va falloir faire ce qu'on dit, quoi. Donc le mouvement étudiant, de ce point de vue-là, il participe, voilà, de cette poussée en avant, on pourrait dire. Une fois qu'on a dit ça, il faut juste garder en tête que finalement, la responsabilité d'un directeur ou d'une directrice d'école ou de directeur ou directrice des études, c'est quoi en fait? C'est d'assurer l'employabilité maximale des élèves qui passent par son école. C'est rien d'autre, d'accord? Donc, si vous créez que des petits... alors je vais prendre une expression volontairement tout à fait réactionnaire et méchante, mais vous créez des petits Khmer verts décroissants qui veulent faire que des low-tech et je ne sais pas quoi, et que vous faites ça à Polytechnique ou je ne sais pas quoi, ou au Mines ou au Pont ou à Centrale, il y a quand même le marché pour accueillir ensuite ces chevaliers de la transition énergétique n'est pas forcément tout à fait là pour les accueillir parce que, en fait, aujourd'hui, il y a un tissu d'entreprise qui correspond à un certain fonctionnement de la société et donc, pour l'instant, il faut encore aller faire des grosses bagnoles, je ne sais pas quoi, enfin, il y a plein de choses différentes, et donc il y a des endroits où effectivement on peut s'épanouir dans la transition peut-être, mais il y a aussi plein d'endroits où on ne va pas tout de suite s'épanouir dans la transition, même si on le raconte, quoi. Donc c'est difficile, je pense, même s'il y a des profs qui ont de plus en plus envie et qui font un peu craqueler le système, même s'il y a des élèves, pas tous quand même, il ne faut pas non plus exagérer, qui ont de plus en plus envie et font un peu craqueler le système aussi, pour réussir à vraiment avoir le courage de changer en disant « hop, je retourne la chaussette et on va vraiment faire des gens qui savent de quoi ils parlent et on va les envoyer partout et s'aimer ». Voilà, l'équilibre n'est pas évident à trouver, à mon avis. Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment un arbitrage compliqué entre le besoin d'être apte au monde du travail, donc encore un peu peut-être figé dans ces dogmes, et finalement des volontés de changement de la part des élèves et même des professeurs. Donc, d'accord, merci. Et donc, peut-être dans cette continuité aussi, qu'est-ce que vous pensez cette fois-ci de l'autre côté du spectre, de la politique du gouvernement actuel en matière d'environnement et peut-être plus précisément sur le projet de loi climat et résilience? On entend beaucoup de critiques peut-être aujourd'hui, et notamment sur certains points. Par exemple, donc il y a un point du programme, ce serait plus de pub sur les énergies fossiles, si j'ai bien compris. Mais donc une grande critique, c'est pourquoi pas plus de pub totalement, par exemple pour les SUV ou les véhicules très lourds. Alors, je vais faire comme les hommes et les femmes politiques. Quand je n'ai pas envie de répondre à une question, je vais faire semblant d'y répondre en répondant à côté. Mais non, en fait, pour un peu être très honnête avec vous, je ne me suis pas cogné les je ne sais pas combien de centaines de pages du projet de loi et ni les quelques milliers d'amendements qui ont été posés sur le sujet. Donc, c'est vrai que je n'ai
j'ai pas beaucoup de temps là-dessus, donc je sais ce qu'il y avait à l'origine, grosso modo, dans cette très belle expérimentation, innovation politique, pour le coup, alors qui n'est pas parfaite, hein, mais en tout cas, ça avait le mérite d'être une innovation politique, et je trouve ça intéressant, parce que justement, l'innovation ne doit pas être que technique et technologique, mais elle doit être aussi politique, sociale, culturelle, etc. Donc, qui était la Convention citoyenne pour le climat, donc voilà, je vois à peu près ce qu'il y avait dedans. Il y a des choses qui n'étaient pas forcément faciles à mettre en œuvre, mais en tout cas, ils avaient touché de manière très forte, bien sûr, les questions d'obsolescence, les questions d'artificialisation des sols, les questions, plein de choses comme ça. Donc, c'est tout à fait intéressant. Bon, et j'ai suivi à peu près comme tout le monde le fait que tout ça a été un petit peu ratiboisé ou a peut-être un peu perdu de sa saveur dans le projet de loi. Bon. Ensuite, sur la question, par exemple, des pubs des énergies fossiles. Enfin, moi, je pense que j'ai toujours un peu un problème avec ce côté, vous savez, les militants qui ont fait des calculs, les militants écologistes, enfin, je n'ai rien contre les militants écologistes, évidemment, mais qui ont fait des analyses sur les émissions de gaz à effet de serre, je ne sais plus, dans le courant du XXe siècle, et qui ont montré qu'en gros, il y avait, je ne sais plus, 25, 30 ou 35, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est dans un de mes derniers bouquins, mais on trouve ça facilement sur Internet, qui, en fait, en prenant toutes ces multinationales, ont émis, je ne sais plus combien, 90% des émissions de gaz à effet de serre sur le XXe siècle, quoi. En gros, ce sont elles les grandes coupables, je ne sais pas quoi. Donc, ou horribles, les énergies fossiles. Bon. En fait, ce n'est pas très dur de trouver ça, hein. Si vous prenez les quelques grandes gazières, Gazprom, je ne sais pas quoi, le consortium de charbon chinois, et puis les Seven Sisters pétrolières et quelques autres, où forcément, par définition, vous faites à peu près tout le CO2 qui a été émis, parce que voilà, c'est forcément dans ces industries extractives qu'on va trouver. Mais finalement, est-ce que c'est eux qu'il faut clouer au pilori? Alors, je mets à part de l'affreux lobbying sauvage qui a pu être mené contre les questions climatiques et tout, donc il y a quand même, tout le monde n'est pas blanc-blanc là-dedans, il n'y a pas de problème, mais finalement, est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est les gens les multinationales qui fabriquent les dispositifs pour utiliser cette énergie fossile? C'est-à-dire, on pourrait dire, bah ouais, non, mais ça ne devrait pas être Chevron, Texaco et Gazprom, ça devrait être Toyota et Boeing, quoi. Enfin, en fait, donc il y a un moment où moi, j'ai un peu des difficultés à dire. Moi, je ne comprends pas très bien déjà la notion de publicité pour les énergies fossiles, à part pour acheter un petit peu des articles de presse sympas, quoi. Enfin, faut juste dire des choses un peu cohérentes. C'est-à-dire que personne ne va s'acheter un baril de pétrole, on est d'accord. On va aller faire le plein éventuellement, effectivement, dans une station-service. Bon, en général, on ne la choisit pas forcément complètement avec la marque, enfin, à moins d'avoir, je sais pas, une carte de fidélité sûrement, ou une carte d'entreprise, mais on choisit souvent celle où on a besoin de faire le plein au moment où on a besoin de faire le plein, je ne sais pas, ou en tout cas en fonction du prix, par exemple. Bon, très bien. Mais on n'achète pas un baril de pétrole. Donc, par contre, on achète une voiture. Voilà. Là on touche vraiment dans les choses qui sont vraiment actionnables. Donc oui, moi je suis. Pourquoi pas ne pas faire de publicité pour les SUV ou pour les très grosses voitures, mais il y a un moment où il faut passer un petit peu plus loin. C'est-à-dire que moi je reconnais tout à fait, et donc je suis content qu'il y ait une loi sur le sujet, d'une certaine manière, enfin que ça soit une énième loi qu'on vient rajouter sur la question climatique, et qui le remet une fois de plus peut-être au goût du jour. Bon, très bien. Donc moi je suis tout à fait pour l'action politique. Je pense que ça passe forcément par l'action politique. Ça doit passer aussi, bien sûr, par des convictions plus personnelles, par des envies familiales, individuelles, très bien. Ça doit passer aussi par de l'associatif, par du territorial, par de l'économie sociale et solidaire, je ne sais pas quoi, très bien. Mais ça doit aussi et surtout passer par le politique, soutenu justement par les deux autres étages. Et parce que voilà, il y a des questions réglementaires, des questions fiscales, des questions normatives très importantes. Et donc voilà, sur la question des SUV, est-ce qu'il faut interdire la publicité pour les SUV, ce qui finalement vient remettre un peu la responsabilité de la consommation, de la faire peser sur le consommateur, effectivement, en disant, si tu achètes une voiture, c'est un peu comme quand tu achètes un paquet de cigarettes,
es quand même un citoyen un peu léger, quoi, c'est pas terrible. Bon. Ou est-ce qu'il faut juste dire, les SUV, c'est des trop grosses voitures. Moi, je m'appelle la République française, je décide qui est immatriculable sur mon sol ou pas, tu as le droit de circuler, tu n'as pas le droit de circuler, et ton truc, je vais le classer dans la catégorie char d'assaut et pas dans la catégorie voiture, quoi. Donc, tu ne peux plus conduire ce truc avec un permis B, point. Voilà, donc il y a un moment, il y a des questions. Alors, évidemment, tout ça, ça deviendrait liberticide, etc. Donc, ça ouvre d'autres questions. Il y a plein de gens qui hurleraient, mais voilà. Ou alors, ça peut être une version un peu plus, qui a d'ailleurs été votée, pour le coup, alors avec un poids de départ un petit peu trop faible, un petit peu trop élevé, et puis une taxe au kilogramme un petit peu trop faible, pour le coup. Mais voilà, ça peut être de dire, à partir d'une tonne ou une tonne 2, je commence à taxer assez fort le kilogramme supplémentaire, et donc, à un moment, j'incite le marché via la consommation, effectivement, à aller vers des plus petites voitures. Donc, je ne sais pas si on n'est pas, justement, là, c'est quand je parlais tout à l'heure de débat de niveau un petit peu faiblard. Bon, qui suis-je pour juger tout ça, donc pour un peu de modestie, pas de problème, mais voilà, je trouve que venir, en fait, on vient facilement cristalliser, en fait, sur des mesures, certes emblématiques, exemplaires, je ne sais pas quoi, mais bon, parfois c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et bon, est-ce que c'est vraiment une question? Est-ce que notre problématique énergétique, c'est une question fondamentale d'organisation de nos sociétés, de nos villes, de notre fonctionnement économique, ou est-ce que c'est une question de publicité dans les magazines, quoi? Même si le rôle de la publicité dans le consumérisme global est tout à fait important, bien entendu. Peut-être pour finir les questions sur une note un peu positive, c'est parfois difficile, je pense, de se rendre compte, donc de tout le travail qui nous reste avant peut-être pour limiter les effets du changement climatique. C'est donc un travail infini. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un aspect profondément joyeux, un passage au low-tech, comme dans le livre que vous aviez écrit? Donc un aspect plus psychologique sur peut-être des liens sociaux resserrés et vraiment quelque chose de très joyeux, justement. Oui, alors je ne vais pas dire ça tout à fait comme ça. C'est-à-dire que, bon, évidemment, oui, moi j'avais essayé d'écrire dans l'âge des low-tech, voilà, de ne pas faire comme les bouquins d'écologie, souvent à l'époque, en tout cas, maintenant c'est moins le cas, mais qui était il y avait trois quarts du bouquin ou 4/5 qui étaient sur les constats tout à fait affreux, évidemment, qu'on peut exprimer. Et puis, voilà, les dernières pages qui tournent un petit peu, qui résument un peu qu'on va pouvoir faire plein de trucs quand même. Voilà, moi, j'avais vraiment voulu faire un livre où il y avait 3/4 du livre qui était vraiment sur peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on fait, du coup, les amis, plutôt que conserver qu'un quart sur la partie un peu voilà, du diagnostic tout à fait croustillant quand même. Bon. Et bon, alors depuis, j'en ai écrit un autre qui était un peu plus sombre, peut-être, Le bonheur était pour demain, mais qui est aussi, qui se projette aussi, qui veut se projeter aussi dans l'action. Et en fait, je pense qu'il faut toujours se méfier quand on promet le bonheur aux autres. Enfin voilà, il y a les expériences des sociétés humaines voilà, promettant le bonheur pour un homme qui serait une femme qui serait parfait et nouveau ou nouvelle. Bon, ça a été fait de quelques fois et avec les conséquences qu'on sait, donc il faut faire toujours un peu attention. Mais ce dont je suis certain, c'est que la transition, elle doit se faire effectivement avec cette composante d'envie, d'enthousiasme, de bonheur, et pour le plus grand nombre, parce que sinon, en fait, on peut pas mener une transition démocratique contre le peuple, quoi. C'est certain. Enfin, ça peut se démontrer assez facilement. Alors, du coup, il y a des gens qui en concluent, ça serait quand même mieux d'avoir une bonne technocratie ou une bonne éco-dictature ou je sais pas quoi, parce que comme ça va aller plus vite. Vous allez voir ce que vous allez voir quand les Chinois vont s'y mettre. Bon, ok, attendons qu'ils s'y mettent déjà, et puis pas forcément, ça donne pas forcément trop envie. Enfin, ça serait un peu dommage de renoncer à un certain nombre d'acquis démocratiques, bon, qui sont certes liés à une certaine disponibilité énergétique, n'en doutons pas. Mais bon, voilà. Donc, et l'autre solution, c'est de dire, non, il faut que ça fonctionne et que ça donne envie, et que ça donne envie assez vite à un maximum de gens. Et je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, la solidarité intergénérationnelle ne fonctionne pas. C'est-à-dire, c'est pas un ressort sur lequel on peut agir. Et à force de dire, ah là là, nos enfants nous en voudront, ah là là, nos petits-enfants nous en voudront, puis alors nos arrière-petits-enfants, eux, ils ont les pieds dans l'eau, ils vont vraiment nous en vouloir beaucoup. En fait, ça mobilise pas les gens. Enfin, on ne veut pas dire, vous allez vous serrer la ceinture
pendant les 30 prochaines années, les 50 prochaines années, en espérant peut-être qu'un jour, il y a un peu un côté, voilà, pour le coup, voilà, très, très, très malheureux dans cette espèce de fausse utopie. Enfin, voilà, c'était pareil, hein, la dictature du prolétariat, et puis après, on allait avoir le communisme radieux, ça allait être génial, mais enfin, bon, en attendant, c'était quand même pas terrible. Bon. Donc ce truc-là, moi, ne fonctionne pas. Et la solidarité intragénérationnelle ne fonctionne pas déjà. Donc, on n'est pas solidaire avec le SDF en bas de sa rue, enfin, pour les Parisiens, on n'est pas solidaire avec les autres pays, on n'est pas solidaire avec les gens qui se sont retrouvés en première ligne pendant le Covid et à qui Macron avait dit on va reprendre la phrase du XVIIIe siècle qui était à chacun selon son utilité commune. Hein. Donc on attend toujours, je pense que les gens attendent toujours de voir comment on va répartir un petit peu selon l'utilité commune, et puis parlons de ce que c'est que l'utilité commune. Hein. Donc bon, là, la phrase est passée à la trappe depuis, grâce à la vaccination, et ça comme ça, mais bon, je n'ai pas oublié des trémolos du discours. Bon. Donc il faut trouver autre chose. Et il me semble qu'en fait, évidemment, ça fait toujours un peu peur le changement, d'essayer d'expérimenter une nouvelle voie un peu différemment, mais finalement, ça ne fait pas tellement plus peur pour moi que le business as usual avec le phénomène de la reine rouge dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a déjà du changement, et la disruption, et je ne sais pas quoi, et on va être remplacé par des logiciels d'intelligence artificielle, et que je vais être livré par drone autonome, et je ne sais pas quoi. Et quand on regarde quand on fait des sondages un peu qualitatifs, les classes moyennes sont terrorisées du déclassement possible, de leurs enfants, du fait qu'ils vivront moins bien, qu'ils auront plus de mal à trouver un emploi. Enfin, en tout cas, il y a un pessimisme qui est réel et qui est sans doute lié effectivement à des coups de boutoir liés à la transformation de la société via la technologie, mais pas que la technologie et l'ensemble du système social et économique dans lequel la technologie est enchâssée et qu'elle contribue à faire évoluer d'ailleurs. Et du coup, voilà, on pourrait tout à fait essayer de monter un autre système. Alors le problème, c'est que pour l'instant, personne n'y a trop réfléchi, hein. Voilà, qu'il soit un système de post-croissance, hein, pour sortir de cette année croissance de 2% qui est nécessaire pour ne pas avoir des chômeurs, pour pouvoir payer les retraites et je ne sais pas quoi, mais bon, il y a quand même des moments où il n'y a pas eu croissance dans les sociétés économiques dans les sociétés, et voilà, pourtant tout le monde arrive, enfin, les gens mangeaient, je ne sais pas quoi, donc il y a une question effectivement c'est très embêtant de renoncer à la croissance, parce que tant que vous avez croissance, vous expliquez que les fruits de la croissance, les fruits de la productivité vont faire que le gâteau va grossir, donc ça va être super, hein, c'est un petit peu tout ça, ça nous date un peu des 30 glorieuses, hein, ça sent bon le monde d'avant, hein, les années 45 à 75, bon. Et puis du coup, il n'y a pas besoin de remise en cause de la répartition des richesses. Parce que voilà, tant qu'il y a croissance, attendez, vous allez prendre votre part, il y a juste un peu à patienter, tout va aller bien. À partir du moment où vous dites non, il n'y a plus croissance, enfin, il faut aller vers un état, je ne sais pas, stationnaire, voire décroissant, parce que stationnaire ne suffirait pas, bien entendu, il ne fonctionnerait pas. Alors décroissant d'un certain nombre de choses, hein, mais du coup, sans doute décroissance du PIB, parce que de toute façon, on n'arrive pas à découpler le PIB de la consommation d'énergie et sans doute des émissions de CO2 non plus, à cause de cette question des ressources et tout dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, du coup, voilà, ça remet en cause des questions ça repose des questions de justice sociale, ça repose beaucoup d'autres sujets dont pas mal de monde n'a pas envie d'entendre parler. Et ce pas mal de monde, c'est ceux justement qui aujourd'hui ont les clés du pouvoir politique, économique, médiatique, culturel, d'une certaine manière. Donc voilà, donc tout ça est très compliqué, mais de mon point de vue en tout cas, on pourrait tout à fait, en tout cas on a les moyens techniques pour ça. Voilà. Ensuite, il y a la question de la faisabilité, de l'envie, de l'engouement. C'est là que je sors effectivement de mon rôle c'est plus du factuel, quoi. Donc c'est plus qu'une opinion, mais en tout cas les moyens techniques, ça on les aurait, parce que le gâchis est tellement incroyable et phénoménal que d'une manière ou d'une autre, voilà, il y aurait un moyen de s'organiser différemment. Enfin, il suffit de revenir aux années 60. Alors, les années 60, ok, je ne fantasme pas les années 60, qui ont par ailleurs d'ailleurs été des années assez polluantes, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont vécu les années 60, ils ont trouvé plutôt pas mal, je pense. Alors, il y avait des trucs, hein, tout le monde avait peur de mourir de la guerre nucléaire, il y avait la guerre du Vietnam, bon, tout n'était pas parfait, mais en tout cas, la consommation d'énergie par personne dans les années 60 en France, c'était 4 fois moins qu'aujourd'hui. Bon.
Donc il y a bien. Alors voilà, les voitures, elles étaient plus petites, tout le monde n'avait pas une voiture, on covoiturait, on amenait la mamie chercher ses trucs à la pharmacie au village d'à côté, je ne sais pas. Enfin voilà, on peut convoquer plein de fantasmes, mais en tout cas, c'est une réalité. Donc, et on sait que le PIB par personne, au départ, quand vous sortez de la misère, c'est vachement bien, c'est plutôt bien corrélé au bonheur, hein, les courbes elles vont ensemble, et puis assez vite. Quand vous arrivez en gros, au PIB du Portugal par habitant, qui est inférieur à celui de la France, hein, je ne vous cache rien, et bien en fait, après, la courbe de bonheur, elle devient stable, quoi, quelque part. Donc le Qatari moyen, il n'est pas plus heureux que le Danois moyen ou que le Portugais moyen. Ça veut dire que le bonheur, il y a d'autres composantes derrière ça, des questions des sentiments de justice, des sentiments d'équité, des sentiments justement de plaisir, du vivre ensemble, etc. Il y a plein de choses qui se monétisent pas, qui passent pas par le PIB. Et voilà, c'est tout ça qu'il faut essayer d'aller convoquer, mais sans naïveté, c'est-à-dire sans jouer les bisounours. On sait que voilà, il faut des règles du jeu. Quelles que soient les règles du jeu, il y a toujours des gens qui essayent de les détourner ou de les contourner. Tout n'est pas parfait, tout sera pas parfait. Tout le monde ne va pas devenir gentil, écolo et éco-consommateur du village global mondial démocratisé sur Internet. Bah non, il y a toujours des méchants, toujours, j'en sais rien, mais enfin pour l'instant il y en a, ils sont autour de nous, enfin il y en a peut-être pas tant que ça, mais il y en a, donc il faut jouer avec aussi. Bon, voilà. Donc mais du coup voilà, je pense que on manque aujourd'hui, on a une espèce de pseudo-utopie technologique, hein, qui est vraiment un peu, on fait un peu la même soupe chaque génération réinvente un peu. Alors, c'est la voiture volante, ça y est, on nous refait la voiture volante. Mais on nous avait déjà fait la voiture volante dans les années 50, on nous avait déjà fait la voiture volante au 19e siècle. Enfin, là, on se reprend la voiture volante. Alors, c'est vrai que du coup, on a entre-temps des progrès sur les batteries, sur la miniaturisation des moteurs, de l'électronique de bord pour réussir à stabiliser la bête et tout. Ça donne, on se dit, waouh, ah ouais, là, ils vont y arriver. Mais bon, il y a 1000 autres composantes qui fait que jamais de la vie, il y aura des voitures volantes qui sillonneront le ciel autour des villes. C'est juste un fantasme tout à fait puéril, en fait. Voilà. Et donc, on est dans cette utopie technologique qui n'est pas forcément formidable parce qu'on voit bien que l'augmentation des dispositifs technologiques ne nous a pas rendus là tellement plus heureux, en tout cas pour l'instant. Voilà. Et puis, il y a plein d'autres chats à fouetter, par ailleurs. Hein. On n'a pas qu'un problème géologique, climatique ou énergétique, hein. Sinon ça se saurait. Enfin, malheureusement, ça prend un peu de bande passante d'essayer de régler pas mal d'autres trucs, hein. La crise sanitaire ou d'autres choses. Hein. Et donc, voilà, on est un peu là et on manque un peu d'un enthousiasme. Et c'est peut-être la seule nouveauté de notre génération. Enfin, quand je dis notre génération, on n'est pas de la même génération, mais tu me suis. Enfin, en tout cas, de notre époque, pardon. C'est peut-être ça. C'est le fait qu'il y a une sorte de désillusion un peu post-fin de l'histoire. Ce bouquin de Francis Fukuyama, là, qui après la chute du mur de Berlin, voilà, il n'y a plus vraiment voilà, il n'y a plus d'enthousiasme. Alors que je pense qu'il y a eu de l'enthousiasme souvent avant. Et que finalement on essaye juste de réinventer, de ramer pour regagner du temps perdu et du chemin parcouru dans le mauvais sens, peut-être depuis les années typiquement 60-70, ou quand on prend les écrits de cette époque-là, des gens comme Illich, des gens comme Schumacher, Small is Beautiful, les alertes des écolos, etc. Tout était déjà là, sauf le changement climatique qui s'est invité un peu après, même s'il était en train d'être découvert d'un point de vue et prouvé d'un point de vue scientifique déjà dans ces années-là. Enfin, en tout cas, il y avait des études autour de ça, mais voilà. Et là, on est un peu dans une sorte de désillusion. Et moi, je pense qu'il ne faut pas être dans la désillusion. Au contraire, on a tout à faire. Et je crois qu'il y a une phrase très, très martiale. Alors, le temps est un peu aux phrases martiales, parce que maintenant qu'on fait la guerre contre le coronavirus et tout, bon, voilà. Donc, il y a une phrase de Sun Tzu dans l'art de la guerre qui dit c'est quand la situation est désespérée qu'il ne faut rien craindre. Hein. Oui. Oui, c'est ok. Tout ça, la désillusion, peut-être penser l'après, le vivre ensemble. Vous en parlez dans votre prochain livre? Oula, le prochain, il n'est pas écrit là encore. Là, donc, j'ai quand même un peu besoin de respirer parce que je fais ça en dehors du boulot. Hein, donc, quand même, ça prend du temps et c'est plutôt le soir, le week-end, le soir de moins en moins. Parce que voilà. Peut-être l'âge aidant, je ne sais pas. Pourtant, normalement, on devient insomniaque en devenant vieux, on verra. Mais bon, pour l'instant, donc voilà, j'ai
J'ai des projets, mais voilà, c'est pas encore concrétisé. On va dire que c'est pas avant 2022, quoi. Voilà. Mais vous pouvez déjà dire tout le reste, hein. Il y a déjà un petit peu de… Oui, ça m'a pris du temps, oui, je confirme. Oui, est-ce que peut-être que vous auriez la question un peu classique, mais des 3 ouvrages à conseiller peut-être à notre public, donc qui vous auraient marqué sur ces thématiques? Ouh là là, d'accord. Ouais, alors moi j'aime beaucoup Une question de taille de Olivier Rey, donc qui raconte, qui remet au goût du jour la pensée d'Ivan Illich, qui est peut-être un petit peu plus dur à lire, hein, des années 70. Et le maître à penser d'Ivan Illich s'appelait Léopold Kohr, qui conseillait aux États-Unis en gros de se décomposer en des cantons de la taille des cantons suisses, en gros, en disant finalement à chaque fois plus on est gros et finalement plus on crée des trucs complexes qu'on n'arrive pas à gérer. En fait, faut réduire la taille, y compris la taille des décisions. Et en fait, voilà, Olivier Rey part de là, et c'est un formidable penseur qui voilà, raconte un petit peu, enfin, justement, cette histoire de tout à l'heure, quand je disais les entreprises, bah, on ne peut pas dire les entreprises entre une toute petite entreprise de 5 personnes et puis une multinationale, et puis c'est pareil, un homme ou une femme politique. Vous ne pouvez pas comparer l'action locale politique avec des gens qui ont des destins nationaux ou internationaux, etc. Et donc, sur la question justement de la bonne approche, et est-ce qu'on doit faire de la croissance, de la décroissance, enfin, il y a un moment, bah, il faut sans doute faire de la croissance, puis après, bah, c'est trop gros. La croissance, c'est plus de la croissance, c'est de l'enflure, dit-il. Voilà, donc c'est un très très beau bouquin. Après, on peut lire, qu'est-ce qu'on peut lire allez, je sais pas, un roman, par exemple, je sais pas, on peut lire Guerre et paix, si on l'a pas lu, c'est toujours un truc à lire, même un peu tardivement. Il y a des trucs assez sympas, y compris sur la carrière politique, par exemple, le fait qui explique qu'on progresse pas forcément avec les compétences, mais grâce à la flagornerie et à la capacité à dire ce qu'on doit dire à ceux qui détiennent déjà le pouvoir, chose intéressante, enfin, voilà, sur la nature humaine. Et puis alors ceux qui ont vraiment, vraiment le temps, ils peuvent lire, je sais pas, Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag, pas mal, sur la nature humaine, un bon complément à Rousseau. Voilà, il explique que le bien et le mal traversent la ligne entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque homme, en fait. Et voilà, il faut prendre ça en compte, parce qu'en fait, finalement, tous les systèmes humains, ils ont été pensés, ils ont été conçus pour réduire justement la part du mal, et que voilà, mais qu'on peut jamais complètement l'exclure et qu'il faut faire avec. Et donc, il faut mener une transition avec ce facteur humain qui est profondément enfoui en chacun de nous. Mais bon, là, en vous enquillant ça, c'est quelques heures, hein, donc après, il y a d'autres trucs plus courts, plus faciles, Small is Beautiful, de Ernst Friedrich Schumacher, des choses comme ça. Merci Philippe Biwix pour votre intervention. Peut-être quelques rapides questions du public. Oui, on avait quelques questions. Donc, une première, dans une agriculture low-tech, avec quel type d'énergie fonctionneraient les tracteurs low-tech? Ou pourrait-on encore se permettre d'émettre un peu de CO2 dans ce secteur? Des tracteurs low-tech, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, ok. Alors très rapidement, bah, effectivement, on voit des belles expériences de gens qui font de la traction animale, des choses comme ça, ou des vélos qui tirent des herses, je sais pas quoi. Bon, alors, la traction animale à certains endroits très précis, par exemple dans le maraîchage, peut permettre de moins abîmer le sol parce qu'il est moins tassé, parce que le cheval est moins lourd, et puis de permettre de resserrer les rangs de carottes, de salade, que sais-je. Et donc, ça peut avoir un intérêt d'augmenter le rendement finalement de ce qu'on produit sur une parcelle donnée. Donc, ponctuellement, sur certains usages très précis, ça peut être intéressant. Une fois qu'on passe aux grandes cultures, vive le tracteur, évidemment. Alors, pas forcément dans la course au gigantisme, peut-être comme on peut le voir parfois, ou voilà, avec des choses qui sont pilotés trop, voilà, qui en fait ne sont que faits pour exploiter de plus en plus avec de moins en moins de travail humain. Hein, c'est ce qu'on appelait la productivité tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec le rendement. Et or, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est le rendement, c'est-à-dire à produire le mieux possible, le plus possible, et si possible en préservant aussi le vivant sur une surface donnée. Bon, mais quoi qu'il arrive, enfin voilà, le dernier endroit
à démécaniser, c'est l'agriculture. Enfin, soyons clairs, je veux dire, là, si on démécanise l'agriculture, on est mal. Donc, quand on voit la consommation dans un pays comme la France des produits pétroliers dans l'agriculture, je crois qu'on doit être autour de 2%. Donc tranquille, hein, on va passer le pic de pétrole, tout va bien, et on pourra encore mettre un peu des trucs dans les tracteurs. Et effectivement, au pire, pour le coup, on pourrait faire un peu d'agrocarburant, si c'est juste pour 2% de la consommation actuelle, et on mettra notre diesel à l'huile de colza ou je ne sais pas quoi dans les tracteurs. Donc moi, de ce point de vue-là, ça ne me fait pas trop peur, enfin même pas du tout peur, et je pense qu'il faut effectivement, l'urgence est plutôt de travailler sur la question de comment revenir à de la polyculture élevage, enfin réussir vraiment à réintroduire les haies, des parcelles de plus petite taille, expérimenter sur l'agroforesterie, le bio, ou même si ce n'est pas labellisé bio, enfin l'équivalent de ça. C'est plutôt autour de ça, refermer le cycle du phosphore, réduire l'érosion des sols, les semis sous couvert. Enfin, il y a plein de belles choses qui existent. C'est plutôt ça, plutôt que le problème de la quantité de pétrole, de produits pétroliers qu'on met dans le tracteur. Et après, même si on sait que, là encore, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, dans certaines cultures, si vous passez en bio, il faudra peut-être passer plus souvent avec le tracteur, donc vous allez consommer un peu plus d'énergie, etc. Bon, voilà, tout ça est d'une complexité, comme d'habitude, énorme. Mais en tout cas, je pense qu'on a plus de problèmes à dire qu'est-ce qui se passe derrière la production agricole, c'est-à-dire ensuite pour stocker, pour transporter, pour transformer, avec tout un système agroalimentaire quand même très complexe, juste à temps et tout ça. Donc, comment on réinvente peut-être des circuits un peu plus courts, des choses plus, qui font qu'on est un petit peu plus résilient s'il y avait vraiment une difficulté de transport routier au niveau un peu européen ou je ne sais pas quoi. C'est plutôt ça que le problème du tracteur, de mon point de vue. Bon, très bien, merci beaucoup pour cet échange très passionnant. On vous remercie d'avoir passé un moment avec nous sur la chaîne de Penser l'après. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres webinaires. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Un grand merci.